Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Cette semaine, nous plongerons dans l'univers des mots et des lettres, de la création dramaturgique, du théâtre. Pour nous présenter l'association EAT, les écrivaines et écrivains associés du théâtre, nous accueillons chaleureusement le président des EAT, Vincent Degre, et Dominique Paquet, vice-présidente et déléguée générale de l'association. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui dans l'émission parce que j'ai découvert le CEAT il y a, je pense, un an et demi, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça magnifique. Vous faites un travail assez exemplaire, assez intéressant. Et voilà, je voulais savoir un peu plus et justement faire partager vos actions et votre quotidien avec nos auditeurs et auditrices. Donc, est-ce que quelqu'un, là, je vous laisse au choix, qui veut commencer, qui s'élance, pourrait m'expliquer c'est quoi les EAT en fait? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Qui l'a créé? Pourquoi on l'a créé? Voilà, c'est quoi les EAT? Alors, les écrivains associés du théâtre sont nés en août 2000, suite à une réunion chez Lucien Atoun, à Théâtre Ouvert, où la question se posait parmi les auteurs et les autrices, quelle est notre place? Des dramaturges avaient été en quelque sorte éloignés du plateau, éloignés du théâtre par les metteurs en scène, qui évidemment sont souvent des producteurs du spectacle, enfin qui cherchent la production, mais aussi qui relisaient les textes, qui les adaptaient. Et donc il y a eu une sorte de, je dirais pas de révolution, mais de rébellion contre le règne des metteurs en scène tout-puissants pour replacer les auteurs et les autrices au cœur du théâtre. D'ailleurs, EAT, ces trois lettres sont au cœur du mot théâtre. À partir de août 2000, il y a eu des réunions, des actions, puisque nous avons deux axes de travail, à la fois la défense du statut de l'auteur et de l'autrice dramatique et la visibilité des écritures contemporaines. Cela se manifeste d'une part du côté politique, et Vincent, je pense, en parlera un peu plus que moi, et puis sur le plan culturel, des manifestations, dont certaines sont devenues pérennes, les mardis midi au Théâtre du Rond-Point, puisque notre premier président fut Jean-Michel Ribes, et qui ont ensuite été au Théâtre 13, et maintenant ce sont les jeudis midi au Théâtre de l'Opprimé, des questions de théâtre, des soirées sur des questions statutaires, fiscales, administratives, mais qui sont importantes, ou des questions esthétiques, artistiques, et d'autres manifestations vis-à-vis de la jeunesse, Textomino par exemple. Nous avons aussi des réunions dans des librairies, dans des bibliothèques, et puis des manifestations sporadiques, par exemple des dramaturges qui sont aussi cinéastes, donc qui présentent leurs films et leurs pièces. Nous avons participé pendant des années à lire en fête avec le Centre national du livre. Donc voilà, nos deux actions, un axe plutôt syndical et un axe plutôt artistique. Au départ des EAT, d'ailleurs, Dominique a fait remarquer que les EAT, le logo EAT, c'était les trois lettres du mot théâtre, mais il y a aussi l'objet syndical qui est porté par ce logo, puisque ces trois lettres, en anglais, signifient manger. Et c'était aussi une nécessité pour les auteurs contemporains de revenir au cœur des plateaux pour pouvoir manger. Et à cette époque, Jean-Michel Ribes avait écrit un texte qui présentait l'auteur classique comme un tueur aux gants blancs de l'auteur contemporain. C'est-à-dire que pour lancer une carrière de metteur en scène, il valait mieux monter un texte de Shakespeare, de Molière, plutôt que de Jean-Michel Ribes ou Jean-Claude Grimbert. Ok. Et alors, nous sommes devenus les écrivaines et les écrivains associés du théâtre, parce que nous avons évidemment, avec le conseil d'administration et les adhérents, estimé qu'il était nécessaire d'être plus inclusif. Génial. Et d'ailleurs, c'était il y a pas longtemps, là, non? Il y a 2 ans, quelque chose comme ça? C'est ça, c'était il y a 2 ans. On en a profité au moment où on réformait notre politique de communication et notre site internet pour changer de logo, changer de charte graphique et donc changer d'enseigne en incluant effectivement le fait que les EAT qui, à l'origine, étaient plutôt majoritairement masculins, sont maintenant majoritairement féminins, tant chez nos adhérents et nos adhérentes qu'au sein du conseil d'administration ou même au sein du bureau. D'accord. Du coup, enfin, ça me fait penser, j'avais pas pensé à ça. Enfin, je savais pas déjà que c'est un tel basculement d'un côté à l'autre. Ça s'explique pourquoi, vous savez, qu'est-ce qui a forcément changé, ou c'est juste comme ça, c'est devenu une période où il y a plus de femmes qui se sont mis à écrire ou qui sont fait entendre plutôt.
Il se trouve que dans les comités de lecture, quand c'est anonyme, eh bien, il y a davantage de femmes que d'hommes. C'est quand même étonnant. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait remarqué il y a quelques années, puisque nos comités de lecture sont anonymes, par exemple, mais ça continue. Et puis, il y a une prise de conscience que les écrivaines ont été mises sous le boisseau pendant des siècles. On ne connaît pas très bien les écrivaines antérieures, alors qu'il y en a évidemment beaucoup. Je pense à une qui m'a beaucoup intéressée, qui est du XIe siècle, Roswitha de Gandersheim, qui a écrit 6 pièces en vers latin et qui s'appelait elle-même la grande voix de Gandersheim. Donc, elle avait une grande puissance de visibilité au XIe siècle. Bon, c'est une anecdote, mais il nous semblait nécessaire au CA et au bureau d'ouvrir par la féminisation de notre enseigne, mais pas de l'acronyme, les EAT aux écrivaines. Oui, d'ailleurs, je peux parler de la manière dont s'est réformée cette enseigne, puisqu'il fallait, comment dire, tenir compte des gardiens du temple de la langue, d'une part, et d'autre part, de cette évolution qui était absolument nécessaire. C'est pour ça que nous avons choisi comme terme écrivaine. Certains nous ont reproché un néologisme, alors que, en fait, l'usage de ce mot est attesté dans la langue française depuis 1292. Donc là, déjà, on avait bien préparer les fondations de ce changement d'enseigne. D'autre part, on s'est refusé à utiliser le point inclusif parce que nous sommes des auteurs de théâtre, c'est-à-dire au croisement de la langue orale et de la langue écrite. Donc là, c'était extrêmement compliqué d'utiliser ce point qui, selon nous, était peut-être une mauvaise réponse à une bonne question posée. Et puis enfin, associé, qui est conjugué au masculin. Et là, on peut à la fois se réclamer du masculin pluriel qui est un neutre selon la langue latine, mais aussi on peut se réclamer de l'accord de proximité puisque ce sont bien les écrivaines et les écrivains associés du théâtre dans cet ordre. Alors on me dit, ah, mais l'acronyme, ça va être EEAT, et je réponds que au théâtre, on essaye de ne pas bégayer, donc c'est l'emploi d'un E inclusif. J'adore, c'est très bien. Euh, là, Dominique parlait tout à l'heure du comité de lecture, des comités de sélection, il y a des choses comme ça. C'est quoi en fait ces comités? Parce que j'en ai vu qu'il y a plusieurs en fait. Quels sont vos critères ou vos axes? Dès 2006, le bureau a envisagé la création d'un comité de lecture anonyme dont les textes seraient lus par des auteurs et des autrices, et non par forcément des metteurs en scène ou des metteuses en scène. Et peu à peu, le comité de lecture jeunesse est devenu nécessaire. Donc, chaque année, nous avons un appel à texte, tout public et jeunesse, en octobre, sur la base de l'anonymat, de textes non édités, inédits au plateau aussi, et qui sont lus par un certain nombre de lecteurs et de lectrices volontaires. Les avis sont rendus en avril. Les textes tout publics sont destinés désormais au jeudi midi du théâtre de l'opprimé. Et les textes jeunesse sont destinés à notre manifestation en partenariat avec Acitège France du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse. Il y a aussi un texte adolescent qui sera lu au jeudi midi. Cela permet aux auteurs et aux autrices d'avoir une visibilité puisque nous transmettons les manuscrits à d'autres comités de lecture. En outre, sur notre site, il y a un répertoire qui permet d'accéder au résumé et éventuellement de contacter l'auteur ou l'autrice qui est dans les sélections antérieures. Au départ, c'était pas une chose évidente. C'est-à-dire que d'autres organisations qui n'étaient pas des organisations d'auteurs acceptaient difficilement que les auteurs créent des comités de lecture par des auteurs pour des auteurs. Maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus légitime et de banal, et c'est la spécificité des comités de lecture des EAT. Il y a eu aussi une autre évolution, c'est au départ, les comités de lecture, les textes envoyés n'étaient pas anonymes. Et puis, là, il y a eu une petite révolution au sein des EAT où on a décidé que les textes le seraient. Et finalement, ce dispositif de comité de lecture anonyme a été repris par d'autres comités de lecture et notamment par les comités de lecture Arsena qui au départ, là aussi, c'était pas une évidence pour eux et ça l'est devenu. En outre, parmi les sélectionnés, certains sont donc choisis par nos partenaires éditeurs. Ce furent les éditions Espace 34, puis maintenant les Signes. Et donc, nous décernons 2 prix, un prix tout public et un prix jeunesse chaque année en décembre.
Ok. Et les prix, c'est quoi? C'est juste la publication ou il y a quelque chose d'autre? Les prix, c'est la publication. D'accord. Oui, les prix, c'est la publication et après la diffusion du texte vers d'autres comités de lecture ou l'utilisation du texte au sein de différentes manifestations, dont les Jeudis midi au Théâtre de l'Opprimé. Et donc, le dispositif des comités de lecture, c'est quelque chose d'extrêmement important au sein des EAT, discret. D'ailleurs, le bureau et le CA ne se mêlent pas des choix artistiques des comités de lecture. C'est vraiment des comités qui sont finalement indépendants de la structure des EAT, de la structure syndicale, administrative et dans les manifestations. Et donc, petit à petit, oui, le choix de ces comités de lecture est devenu de plus en plus visible, de plus en plus légitime. Souvent, des textes sont primés par les EAT et primés par d'autres comités de lecture. Et puis, on a dû faire face au succès, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de textes qui nous sont soumis au sein de ces comités, à tel point qu'on a été parfois amené à faire l'appel à texte sur 24 heures afin de limiter la réception des textes et pouvoir les traiter dignement. C'est-à-dire qu'une autre, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas c'est une tradition au sein des comités de lecture, c'est que les textes sont systématiquement lus par plusieurs auteurs. Il y a vraiment, dès le départ, plusieurs lectures, souvent trois, pour sélectionner au fur et à mesure les textes qui vont recevoir, oui, les prix EAT. C'est incroyable. J'avais jamais entendu d'un appel à projet qui dure 24 heures. Et au final, ça vous fait combien, en fait? Même dans ces 24 heures, c'est possible d'envoyer des centaines, en fait. Au final, c'est quoi? C'est dans l'ordre de 200, 300, 1000, Entre 80 et 130. quand même. De mémoire, oui, il y a eu une pointe à plus de 200 avant qu'on arrive à midi. Trop bien. Et du coup, de là, vous restez avec ces 8, non? Au final, ceux qui passent au jeudi midi, il y en a 8. Il y en a 8, mais on peut en conserver 10, 12, ça dépend des années. D'accord. Et ça se passe comment? Parce que du coup, si on présentait, par exemple, là, dans l'occurrence, au Théâtre de l'Opprimé, le jeudi midi, c'est des maquettes, c'est vraiment des mises en scène qu'une équipe artistique a voulu faire de tel ou tel texte. C'est vous qui mettez ça ensemble, les deux univers, des metteurs en scène et des écrivains. C'est eux qui proposent tel ou tel artiste pour pouvoir travailler avec eux. Comment ça se passe, cette rencontre? Ben, les choses ont changé depuis la création des mardis midi, parce qu'au départ, c'était Louise d'Outrelin qui a inventé le concept des mardis midi, qui faisait la sélection. Au Théâtre 13, les maquettes étaient réalisées par les lauréats et les lauréates du concours des jeunes metteurs en scène. Et avec le Théâtre de l'Opprimé, comme il y a eu le Covid et un grand retard de textes et de maquettes, nous avons sollicité le conseil d'administration des EAT. Mais pour la saison qui vient, 23-24, le bureau a proposé au CA qu'il a accepté de faire appel aux jeunes apprentis comédiens ou metteurs en scène des écoles nationales. C'est ainsi que nous accueillerons l'ESSA, de l'École supérieure d'art dramatique, l'ESCA d'Asnières, qui est une école de formation par l'alternance, le studio JLMB, studio Jean-Louis Martin Barbaz, et l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. J'ai initialement considéré que le fait enfin j'ai constaté d'ailleurs avec les premiers cours que nous avons reçus que bah oui le vivier de jeunes auteurs se trouve souvent au sein des différentes écoles d'art dramatique. Je voudrais rajouter un petit mot sur mon dada qui est l'action syndicale et politique et dire que là aussi les EAT ont engrangé au fil des ans un certain nombre de succès dans ce domaine. L'organisation a été reconnue récemment par les pouvoirs publics comme une organisation représentative de l'ensemble des artistes auteurs et pas seulement des auteurs dramatiques. Donc là, c'est un gain en légitimité pour cette organisation. Les EAT ont été aussi très actifs pendant la période Covid afin de faire bénéficier aux auteurs dramatiques des dispositifs afin de leur permettre de faire face aux problèmes posés par le Covid et notamment le fait que les théâtres étant fermés et que les auteurs dramatiques tirent la majeure partie de leurs revenus des représentations. Là, il y avait quand même quelque chose de difficile à avaler, c'est-à-dire nous sommes souvent à
l'origine des projets, évidemment, et nous sommes les derniers payés, c'est-à-dire payés sur les recettes quand il y en a. Et quand les théâtres sont fermés, il n'y a pas de recettes, donc ça a mis immédiatement beaucoup d'auteurs dramatiques en situation extrêmement fragile et périlleuse, les EAT au sein du Conseil permanent des écrivains, dont nous sommes également membres, à œuvrer afin que les auteurs puissent bénéficier du Fonds national de solidarité pendant cette période de Covid. Et donc, c'est important de le souligner. Ce fonds était initialement destiné aux entreprises les auteurs ont pu en bénéficier et c'était vraiment un dispositif extrêmement important. Ok. J'ai une autre question. On va bientôt arriver à la fin, mais j'ai une autre question que j'aimerais vraiment poser. En parcourant le site, j'ai vu en fait que vous êtes séparés, enfin, je passais le mot, dans plusieurs régions. Il y a les EAT Atlantique, Occitanie, Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France. Ça se passe comment en fait? C'est vraiment plusieurs branches de l'organisme et chacun dans cette distribution fait les mêmes choses. Ou après tout est centralisé, Non, ça arrive ici à Paris, ou comme ça se passe? ça vient de loin. Et je suis un de ceux qui a le plus participé à la mise en place de ces délégations, bien que je sois l'auteur le plus francilien qui soit au sein du CA. Non, l'idée initialement était de répondre à la décentralisation de la culture et donc de permettre d'impulser des manifestations en région et surtout de récupérer des financements au niveau des collectivités territoriales, locales. Et puis, donc le système s'est affiné avec le temps. Au départ, ça s'appelait des filiales. Maintenant, ça s'appelle des délégations. Et le fonctionnement est très proche d'un fonctionnement syndical en fait dans le domaine. On n'est pas loin d'une fédération d'associations, c'est-à-dire que chaque délégation a sa personnalité juridique propre. Par contre, le fait de se servir du logo des EAT, crée des liens. Alors, il y a d'autres liens qui sont des liens statutaires, c'est-à-dire que ces délégations doivent être agréées dans leur statut par les EAT nationaux, entre guillemets, de façon à ce qu'on travaille tous pour les mêmes objectifs, à savoir la diffusion de l'écriture contemporaine dramatique et d'autre part, la défense du droit d'auteur et la défense des droits des artistes-auteurs. D'accord. Oui, justement, c'est bien que tu parles de droit d'auteur parce que, pareil, en parcourant le site, je l'ai regardé dans tous les sens, il y a un kit de survie où il y a des choses pour aider, j'imagine, pour soutenir les gens qui commencent, pour savoir comment déclarer ceci, comment demander cela, qu'est-ce qu'un droit d'auteur. Tout ça, il y a aussi, je sais pas, des ateliers ou quelque chose en particulier ou pas forcément. Eh bien, il y a des formations internes, hein, bien sûr. Il y a des ateliers de mutualisation aussi qui sont organisés par les adhérents. Ce sont des ateliers totalement gratuits qui consistent en un partage des outils, une mutualisation des outils. Donc ça existe depuis un certain nombre d'années, des formations également. Et nous avons travaillé aussi avec les états généraux des écrivaines et écrivains du théâtre. Et dans la commission 5, nous avons conçu une charte des rémunérations pour récapituler tous les items du travail des dramaturges, parce que nous ne sommes pas seulement des écrivains, romanciers ou novellistes, c'est-à-dire que, comme l'a dit Vincent, nous sommes au croisement du plateau de l'édition, du texte performé. Donc, nous avons énormément d'alinéas selon notre activité, y compris ateliers de pratique artistique, ateliers d'écriture, performances jouées, dansées, chorégraphiées, circassiennes, des participations à des jurys, à des prix. Donc, nous avons une foule d'activités et il fallait regrouper dans une charte des rémunérations qui est disponible sur le site toutes ces activités possibles et voir en regard de ces activités quel type de financement, quel type de droit d'auteur, quel montant nous pouvons demander quand nous sommes sollicités par des structures. Et c'est pour ça que les EAT ont toujours une action syndicale main dans la main avec la SACD, parce que c'est à peu près le seul opérateur national, quand je dis opérateur, c'est un mot un peu réducteur d'ailleurs pour l'action de la SACD, qui est à l'échelle du pays. C'est à peu près le seul organisme qui peut voilà, avoir un réel effet sur les choses. Sur les représentations, la SACD, par contre, ne s'occupe absolument pas d'édition. Et donc, c'est aussi grâce à la SACD qu'on peut mener ces actions. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que
en plus, ces 3 dernières années, le statut de l'artiste-auteur, notamment fiscal et administratif, a beaucoup changé. Le fisc, d'ailleurs, se contredisait lui-même auparavant. Il y a eu la mise en place du très fameux URSSAF Limousin. Les EAT siègent maintenant au conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes-auteurs, siègent, on parlait de formation tout à l'heure aussi, à l'AFDAS. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne nous donnent pas de formation à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie. On siège aussi à la Coalition française pour la diversité culturelle. Bref, les EAT politiquement sont très actifs et très présents partout où on peut représenter les auteurs dramatiques. Excellent. J'adhère complètement. J'adore. Bon, écoutez, là, on est arrivé à la fin de l'émission, mais juste avant de partir, je vous rappelle que les Jeudis Midi vont reprendre en septembre au Théâtre de l'Opprimé. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places dès le début de la saison, puisque généralement, c'est plein. Et puis, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Après, pour toutes les informations plus sur les EAT, bien sûr, je vous invite à aller les chercher sur les réseaux sociaux et notamment sur le site qui est assez complet. Donc, c'est eatheatre.fr. Pour finir, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le bouton souscrire de la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires. Et sur cela, je vous remercie à tous les deux énormément et j'espère qu'on se verra très bientôt. Passez un bon moment, une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Merci pour Merci, à bientôt. Au revoir.